Je ne suis qu'un enseignant, sociologue, socio-anthropologue, issu de Paris 7, Paris 5, la Sorbonne, où j'ai présenté un doctorat en sciences de l'éducation il y a un peu longtemps. Je suis, disons, de la génération de Laurent Gbagbo, mais pas de la promotion scolaire ou estudiantine. Quand j'étais étudiant en première année, lui, il terminait sa licence d'histoire. Bon, donc sociologue, anthropologue, et puis diplômé aussi de l'Institut français de sciences de presse et de sciences de l'information de Paris, Paris 2. Et puis rentré en Côte d'Ivoire, c'était la période du parti unique. J'étais dans l'opposition sans parti politique à l'époque, et puis à la naissance du FPI, j'étais membre et j'ai milité. Qu'est-ce que vous reprochez au parti unique? Oh là, c'est la pensée unique, fondamentalement. Moi, en tant qu'homme de communication et enseignant, je pensais que c'était une abomination, cette pensée unique. Et donc, dans mes prestations, dans mes cours, comme dans mes interventions à la télévision, j'étais déjà un opposant, sans l'être dans les faits. Parce que Et puis alors, à la naissance du multipartisme, je suis venu naturellement là où on pensait déjà, dans le projet de société, on pensait la valeur, la liberté comme une valeur fondamentale. Et moi, en tant que spécialiste de communication, fils, disons, issu des entrailles d'un homme comme Jean Cazeneuve, ancien directeur de l'ORTF, etc., professeur de sociologie de la communication, je ne pouvais pas admettre la pensée unique dont on nous rebattait les oreilles tout le temps, à la radio, à Abidjan, etc. Donc, en tant que membre du Parti socialiste, du FPI, j'ai contribué, participé, n'est-ce pas, collaboré aux côtés de Memel Foté à l'élaboration de notre vision, à la mise en forme de notre vision du monde, sans compter que parallèlement au militantisme, bien sûr, sur le plan scientifique, j'ai fondé l'Association nationale panafricaine d'anthropologie, l'Association panafricaine d'anthropologie APA, à Yaoundé, dont j'ai été responsable pendant longtemps. Et puis récemment, j'ai mis sur pied la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie, c'est-à-dire la médecine du monde des vieux, par opposition à la pédiatrie. La CURF, c'est-à-dire Cellule universitaire de recherche et de formation politique du FPI, est née à une période particulièrement cruciale. C'est à la suite de l'arrestation, le 18 février 1992, à la suite de l'arrestation, en tout cas, ce jour-là, le président Gbagbo a échappé à un assassinat parce qu'il avait pris, nous, FPI, on avait pris fait et cause pour les étudiants qui avaient été défenestrés et tout. À la suite de cela, le président Gbagbo et la quasi-totalité de la direction, des membres de la direction du FPI, avaient été arrêtés. Les rescapés, c'est-à-dire moi et le professeur Memel Foté et bien d'autres camarades, ont pris la décision d'écrire un numéro spécial d'une revue qui n'existait pas encore. Nous avons travaillé de mars jusqu'à avril et on a sorti ce numéro spécial qui était consacré donc à la barbarie du 18 février. Donc déjà, aux premières heures, dès le départ, nos écrits étaient des écrits d'indignation. On avait donc réagi à la force brutale par la force des idées. Ça a été toujours notre credo. La violence, loin, très loin de la violence, mais très près de la vérité historique.
Et ce numéro nous a valu beaucoup de félicitations. Et donc, on a dit, mais pourquoi ne pas systématiser? D'où la naissance de la revue de la CURF. La naissance en même temps de la cellule. Parce que tous ceux qui avaient contribué, qui avaient donné des contributions à l'occasion de cette réaction, étaient donc membres de la CURF. C'est ainsi que la CURF est née. Elle est donc née en avril 1992. J'en suis, je crois, le 5e président. Moi, mon élection remonte à avril 2004. Donc, je suis à ma 10e année. Les structures n'ont pas été renouvelées à cause de la crise qui dure depuis 2002. Je dirais la tentative de coup d'État de 2002 qui a duré jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'en 2011, le coup d'État le plus long de l'histoire. Il y a une chose qui est paradoxale, c'est la période où on a connu la crise la plus noire de notre histoire que la CURF a le plus et le mieux produit. Nous avons sorti 2 ouvrages, le premier consacré à la chronologie des événements, le second consacré à la manifestation de l'épuration ethnique que le président Ouattara a appelé un simple rattrapage ethnique. Mais sans compter les déclarations, sans compter les séminaires auxquels nous avons participé ou que nous avons suscités, sans compter toutes les autres formes d'écriture ou de combat, parce que notre combat n'est pas un combat, est un combat sans effusion de sang. Les autres ont organisé des combats politiques avec effusion de sang, mais depuis la naissance de notre projet de société, qui est le tout premier à avoir été publié en 1998, qui s'appelle la refondation du socialisme, c'est nous qui en sommes les premiers initiateurs dans le monde. La langue française n'est pas notre langue, mais nous pouvons revendiquer un droit d'auteur sur la notion de refondation. Ça fait sourire et c'est grotesque comme un mensonge. Évidemment, on transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. De tous les chefs d'État, celui qui a eu le plus souci de construire une nation, parce que Houphouët-Boigny lui-même, au soir de sa vie, a regretté n'avoir pas formé une nation ivoirienne. Celui qui, le plus, dès le départ, a compris que sans la nation, le développement n'a pas de sens. Sans la nation, la lutte pour la démocratie n'a pas de sens. C'est Laurent Gbagbo qui, le plus, a intégré le maximum, qui a fait, disons, qui a réuni une sorte de melting pot. Melting pot au niveau du gouvernement. Melting pot au niveau de l'administration centrale. Melting pot au niveau même de son cabinet présidentiel. C'est celui-là qu'on accuse d'ethnicisme ou d'ethnocentrisme. C'est grotesque. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a été le mieux élu des 3 chefs d'État, des 3 candidats, le mieux élu hors de son groupe, de sa région d'origine? C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a intégré le maximum de sous-groupes ou de groupes marginalisés. Voilà pourquoi il est vraiment scandaleux, il est indécent de le traiter d'ethnocentriste, de l'accuser d'être un chef ethnocentriste. C'est absolument. Mais alors, ce qui fait vraiment sourire, c'est que ceux-là même qui accusaient Laurent Gbagbo fallacieusement d'ethnocentrisme, aujourd'hui se taisent sur la pratique grandeur nature de l'ethnocentrisme à travers le rattrapage ethnique de Ouattara. Une volonté de domination ou de pérenniser la domination, mais en face, une volonté de résistance et de redignification de l'Afrique. À propos de quoi? À propos des richesses de l'Afrique. Le pétrole, le symbole, le nouveau symbole, mais surtout le cacao. Vous savez, l'Occident est friand du cacao depuis 500 ans et que la Côte d'Ivoire
est le seul espace vital qui cultive le cacao. 45% du cacao du monde, c'est le seul Ivoirien qui le produit. Comment voulez-vous que la boulimie néolibérale puisse nous laisser en liberté? Voilà pour répondre à une de vos questions ou donner une autre question, une autre réponse à votre question antérieure. Voilà pourquoi on s'acharne sur Laurent Gbagbo. C'est une sorte d'ostracisme idéologique, politique, qui est à l'origine de nos malheurs. Absolument. Comme Socrate, comme Jules César, comme Alfred Dreyfus, Laurent Gbagbo est une victime. Il est victime d'un ostracisme en plein XXIe siècle. Et de la part de ceux qui se gargarisent d'être les plus vieilles traditions de la démocratie dans le monde. C'est cela, c'est que la Côte d'Ivoire est un laboratoire où, à partir duquel on n'a plus besoin d'ouvrir un seul ouvrage sur l'impérialisme, ce que c'est que le capital, sur l'intolérance du capitalisme, sur le non-libéralisme du libéralisme. Voilà. Bon, si tous les hommes de la Terre sont dotés du même sens, bon sens, je dirais que le bon sens veut qu'en cas de conflit, les parties au conflit soient confrontent leur version, qu'on entende au moins les deux parties. Jusqu'à présent, c'est une justice internationale qui, fondamentalement, est mise en branle pour étreindre une des parties au conflit et laisser libre l'autre partie. L'homme de la communauté internationale, c'est Ouattara. Ouattara doit tout de suite travailler. Il faut qu'il soit en paix. Sa paix, c'est l'absence de démocratie. Et l'instrument qui doit empêcher l'opposition, qui doit empêcher Laurent Gbagbo, qui doit l'éloigner pour permettre à Ouattara et à tous ceux qui gravitent autour de son régime de continuer tout de suite à manger et manger jusqu'à épuisement, c'est la justice internationale, la fameuse justice. C'est une justice non transitionnelle parce que avant même l'arrestation, la déportation de Laurent Gbagbo, il y avait déjà au sein de la rébellion les leaders de la rébellion qui étaient épinglés par la justice. Ceux-là, ils roulent tranquillement. Ils sont même nommés à de hauts postes dans l'administration centrale, au vu et au su de la justice internationale. Donc, lorsqu'on nous dit, au bout de plus de 2 années de recherche de preuves, qu'il n'y a pas de preuves et que Laurent Gbagbo continue de croupir à la prison de La Haye, c'est tout simplement que la justice n'existe pas. C'est une parodie. Ils veulent absolument le maintenir là-bas jusqu'à ce que les ennemis de la Côte d'Ivoire rentrent dans les fonds qu'ils ont mis dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Peut-être que ça durera la durée des mandats qu'on veut offrir à Ouattara jusqu'à ce que Ouattara n'existe plus. Et puis qu'on cherche un autre homme plus accommodant que la famille de Gbagbo. C'est la haute intelligence, c'est la flexibilité de sa stratégie, la souplesse. Je reprends le terme de notre maître à nous tous, Memel Fauté, qui dit « Laurent est trop fort ». La perspicacité. Il a vu que l'Occident prône ou chante tout le temps qu'il est libéral, qu'il est démocrate. Il dit, bon, nous sommes en contexte de libéralisme. Moi, je suis du socialisme démocratique, mais je veux appliquer une de vos valeurs, à savoir l'ouverture. Donc, je veux
collaborer, coopérer avec tout le monde. Il les a pris au mot. Quand on cite le djihadisme comme quelque chose d'abominable, le nazisme comme quelque chose d'abominable, le fascisme comme quelque chose d'abominable, on ne parle pas de capitalisme comme système abominable. Vous voyez? Donc, Laurent Gbagbo a permis qu'on sache que l'Occident est aussi abominable que les autres abominations. C'est ce qu'on ne lui tolère pas. Voilà pourquoi il est puni, il est sanctionné, il est déporté. La déportation fait partie du système de punition, de l'idéologie, de l'éloignement. Au lieu de discuter, de dialoguer, l'Occident n'aime pas le dialogue à armes égales, n'a jamais admis qu'il soit pris au mot. Voilà tout. Laurent Gbagbo est puni pour avoir montré petit à petit, de 2002 jusqu'à 2011, que ceux que nous avions en face, c'était des hypocrites. C'était la mauvaise foi. Des gens qui mentent à eux-mêmes et aux autres en croyant qu'ils sont sérieux. Voilà la cause. Laurent Gbagbo n'est pas accommodant. S'il n'est pas accommodant, si on sait qu'il est intelligent, on ne peut jamais, c'est pourquoi on ne peut jamais lui faire confiance. Il n'est pas fréquentable parce que ses idées sont peut-être aussi sérieuses, aussi perspicaces que ce dont se prévaut l'Occident jusqu'à présent. Il a permis de découvrir des choses incroyables. Comme on dirait chez nous, Laurent Gbagbo a versé la figure de l'Occident par terre. Il a humilié l'Occident sans en avoir l'air. Fondamentalement, c'est ce que l'Occident croit. Mais c'est l'Occident, paradoxalement, qui a autorisé que les gens parlent à égalité. Laurent Gbagbo a voulu parler d'égal à égal. Il a fait les universités occidentales. Ceux que nous avons en face de nous nous ont permis de faire les universités ensemble, les mêmes universités. Ils devaient être fiers d'avoir produit des gens qui agissent dans le sens voulu par Montesquieu, par Voltaire, etc., etc. Mais non. Donc, nous tenons même le bon bout. Bien que nous soyons traumatisés, animalisés, moi, je me sens fier dans ma douleur. Vous savez, le jour où Laurent Gbagbo a été arrêté, ça pleurait dans ma maison. Ma voisine a été foudroyée de crise cardiaque. C'est comme ça que j'ai vécu mon 11 avril 2011. Mais le soir, j'ai appelé des collègues pour qu'on continue la réflexion. Donc, plus on nous brime, mieux ce sera pour que l'Occident se découvre dans sa nudité intellectuelle, morale, éthique et idéologique.